Certains scientifiques ont parfois privilégié la recherche de la gloire à celle de la vérité, avant d'être démasqués. Ou comment passer de la notoriété à l'opprobre. 1. Le faussaire de Piltdown, ou le mauvais génie de la paléoanthropologie. Cette mystification est probablement la plus lourde de conséquences qu'ait connue l'histoire des sciences. Entre 1908 et 1912, dans un petit village nommé Piltdown à 60 km au sud de Londres, le paléontologue amateur Charles Dawson met au jour des ossements qui vont être déterminants pour la vision de l'origine de l'homme élaborée par les paléoanthropologues. Il s'agit d'un crâne humain, associé à une mâchoire très proche de celle du singe, mais pourvu de 2 molaires dont l'usure est caractéristique de celle des humains. La couleur brunâtre de l'ensemble témoigne d'une fossilisation avancée et donc d'une très grande ancienneté. La découverte est annoncée par Dawson et Smith Woodward, conservateurs du département de géologie du British Museum. Pour la plupart des scientifiques de l'époque, la chose est claire, on tient enfin le chaînon manquant entre l'homme et le singe. Outre-Manche, les paléoanthropologues bombent le torse, le premier homme était donc anglais. En réalité, les ossements sont le fruit d'une supercherie éhontée, il s'agit d'un crâne d'homme moderne et d'une mâchoire d'orang-outan aux dents limées, les deux datant de quelques siècles, mais artificiellement vieillis par un traitement chimique. Il n'y a jamais eu de fossile à Piltdown. Mais la vérité s'est fait attendre, elle ne fut révélée qu'en 1953, soit 40 ans après l'annonce de la découverte, grâce à une analyse de la teneur en fluor, très différente entre le crâne et la mâchoire. La théorie dite « pré-sapiens » de l'évolution de l'homme, qui ne tenait plus qu'à un fil, justement grâce à l'homme de Piltdown, est alors définitivement rejetée. Quant au coupable, son identité n'a jamais été clairement établie. De lourds soupçons pèsent sur Charles Dawson, mort en 1916, dont l'ambition était immense. Mais il se peut aussi qu'il ait été victime d'une tentative de le tourner en ridicule. 2. René Blondeau, ou le physicien qui voyait des rayons imaginaires. À l'aube du XXe siècle, les physiciens ne juraient que par les rayons. En 1895, l'Allemand Wilhelm Röntgen observait les premiers rayons X, et l'année suivante, le Français Henri Becquerel découvrait les rayonnements issus de la radioactivité. Des succès retentissants qui leur valurent des prix Nobel dans les années qui suivirent. René Blondeau ne voulait pas être en reste. En mars 1903, ce physicien de 53 ans, correspondant respecté de l'Académie des sciences, communique sa propre découverte, les rayons N, ainsi baptisés en l'honneur de sa ville de Nancy. Leurs propriétés ? Ils traversent l'aluminium ou le papier sans problème, mais sont arrêtés par un fin film d'eau. Et contrairement aux rayons X, ils peuvent se réfléchir, par exemple sur un prisme en quartz. Leur observation est toutefois délicate, ils ne se manifestent qu'en amplifiant l'intensité d'une petite étincelle. Ou en la diminuant, c'est selon. L'expérience de Blondeau est reprise avec enthousiasme, mais avec un succès inégal, il semble que ces rayons soient plus faciles à observer en France, et particulièrement en Lorraine, qu'ailleurs dans le monde. L'Académie des sciences françaises publie néanmoins abondamment sur la question, pas moins de 53 articles au premier semestre 1904, parmi lesquels ces étonnants cas d'émission de rayons N après la mort, par Charpentier, étude de la moelle épinière au moyen de rayons N, par Broca et Zimmern, ou encore sur la production des rayons N par les vibrations sonores, par Massé de l'Épinay. Dans le même temps, les articles publiés dans la revue britannique Nature se teintent d'une ironie croissante. Jusqu'à ce qu'elle envoie son propre enquêteur à Nancy. Lequel piège les expérimentateurs en modifiant le dispositif à leur insu, sans que cela n'affecte leur observation. Son verdict est sans appel. Je suis reparti avec la conviction ferme que les quelques expérimentateurs qui ont obtenu des résultats positifs ont été d'une certaine façon victimes d'illusions, écrit-il en septembre 1904. Faut-il parler de supercherie grossière, d'hallucination collective ou d'autoconviction ? D'erreur ou de fraude ? La question n'a jamais été tranchée. Une seule chose est sûre, les rayons N n'existent pas. Ils ne doivent leur courte vie qu'à l'aveuglement d'un homme trop sûr de son talent, et au soutien national qu'il reçut. L'Académie des sciences françaises est d'ailleurs allée jusqu'à octroyer à Blondeau le prix Lecomte en décembre 1904 pour affirmer sa confiance dans l'appui expérimentateur et lui donner un. Le physicien a d'ailleurs continué à travailler toute sa vie à Nancy. Mais son nom est tombé dans l'oubli. 3. William Sumerlin, ou le biologiste aux souris truquées.
C'est sans doute la fraude scientifique la plus extravagante jamais démasquée. En 1974, William Sumerlin, un immunologiste du Sloan Kettering Institute à New York, affirme avoir mis au point une technique de greffe de tissu entre espèces n'entraînant aucun rejet. Pour preuve, il exhibe une souris blanche à laquelle il prétend avoir greffé de la peau de souris noire. Impressionnant. Sumerlin est déjà bien connu des médias pour ses brillantes réussites, notamment des greffes de cornées humaines chez le lapin. Cette nouvelle prouesse lui promet un brillant avenir. Mais des collègues soupçonneux examinent la souris de près et remarquent que la couleur de la peau, greffée, disparaît, sous un coton imbibé d'alcool. Le chercheur avait tout simplement utilisé de l'encre noire pour simuler la greffe. L'enquête révéla par la suite que le lapin à cornée humaine était une supercherie lui aussi. Le surmenage, une trop grande pression portée sur lui pour obtenir des résultats marquants, le désir de reconquérir l'estime de son exigeant supérieur, telles sont les raisons, Sumerlin l'a reconnu, qui l'ont conduit à la faute. Il fut déclaré souffrant de troubles émotionnels graves, et son salaire fut maintenu pendant 1 an afin qu'il bénéficie de soins avant son départ définitif du laboratoire. 4. Shinichi Fujimura, ou l'archéologue qui enterrait les pierres. Au départ, Shinichi Fujimura était archéologue amateur. Mais ses découvertes sensationnelles, son intuition, sa chance, ses « mains divines » qui fouillaient avec succès là où les plus expertes avaient échoué, lui avaient valu la reconnaissance des scientifiques japonais et un poste de direction à l'Institut paléolithique de Tohoku. Ces travaux permirent en effet pendant les années 1990 de reculer considérablement les traces des premiers hommes au Japon, moins 600 000 ans, contre moins 35 000 ans auparavant. Las, le 22 octobre 2000, sur le site archéologique de Kamitakamori, des reporters soupçonneux du quotidien national Mainichi Shimbun le filmèrent à son insu dans un contre-emploi embarrassant, en train d'enterrer des pierres taillées. 5 jours plus tard, il annonçait avec aplomb la mise au jour de ces mêmes objets dans des couches très anciennes. Ce fut sa dernière découverte. Le 5 novembre, il fut confondu par la vidéo et avoua sa fraude lors d'une conférence de presse. L'enquête révéla qu'il avait procédé ainsi dans chacun des 168 sites où il avait sévi, bouleversant la vision de la période paléolithique japonaise. En cause, probablement, la grande concurrence entre équipes, et la forte pression médiatique régnant sur la discipline, les découvertes étaient bien souvent annoncées triomphalement à la presse avant toute publication scientifique, aux dépens de la rigueur nécessaire. Fujimura a été interné pour maladie mentale, et l'Institut de Tohoku a fermé ses portes en 2004. Le fraudeur aurait aujourd'hui changé de nom et refait sa vie loin des terrains archéologiques. 5. Jean-Hendrik Schön, ou le physicien stakhanoviste de la fraude. À 32 ans, Jean-Hendrik Schön était déjà une célébrité chez les physiciens, grâce notamment à ses travaux sur les propriétés électroniques de nouveaux matériaux susceptibles de remplacer un jour le silicium. Ancien étudiant de l'université de Constance, en Allemagne, il avait été repéré et embauché par les Bell Labs, le laboratoire de recherche de Lucent Technologies aux États-Unis. Selon ses collègues d'alors, c'est un scientifique faisant preuve d'une profonde compréhension de la physique et d'une modestie exemplaire, travaillant beaucoup et produisant énormément. Il a publié en 2001 en moyenne un article par semaine. Et ce, dans les revues les plus convoitées, en particulier Science et Nature. Jusqu'à ce qu'une chercheuse remarque la courbe qu'il emploie dans un article sur les transistors était déjà apparue dans un papier antérieur. Les Bell Labs constituent un comité scientifique pour enquêter sur les travaux en question. Un nombre impressionnant d'allégations lui parviennent alors, plusieurs chercheurs, échouant à reproduire les résultats de Schön, nourrissaient des soupçons. La conclusion de l'enquête, bouclée en septembre 2002, est implacable. Sur 24 articles examinés, 16 sont frauduleux et 6 douteux. Schön trafiquait presque systématiquement les données résultant de ses expériences, pour aboutir facilement aux conclusions désirées. Une faute gravissime pour un scientifique, et un coup dur pour les physiciens, qui pensaient leur discipline à l'abri de tels comportements. Le cas Schön est de fait assez incompréhensible. Probablement est-il tombé dans un engrenage sans réaliser la gravité de ses fraudes, comme il le laisse entendre dans une lettre d'excuse. Schön fut immédiatement congédié des Bell Labs. 6. Woo-suk Hwang, ou l'escroc du clonage humain. En 2005, le nom de Hwang Woo-suk fait plusieurs fois le tour du monde. La première fois en mai,
Après l'annonce dans la revue Science d'une prouesse exceptionnelle, le biologiste sud-coréen de l'université de Séoul a réussi à produire 11 lignées de cellules souches embryonnaires humaines à partir de cellules de peau dont le noyau a été transféré à l'intérieur d'ovules énucléés. Ce tout premier clonage humain laisse entrevoir des opportunités thérapeutiques révolutionnaires, l'idée étant de régénérer des organes malades à partir des propres cellules d'un patient, donc sans risque de rejet. Le gouvernement coréen fait du biologiste un véritable héros national, et le prix Nobel lui semble tout naturellement destiné. En novembre, un co-signataire américain de l'article de Wang annonce rompre toute collaboration avec lui après l'avoir réalisé que de sérieux manquements à l'éthique sont survenus au cours des recherches. Il sera en effet prouvé que de jeunes collaboratrices de l'équipe ont été incitées à fournir leurs ovules, et que d'autres donneuses ont été rémunérées. Mais fin décembre, l'affaire prend une autre ampleur. La commission d'enquête de l'université révèle que les recherches du professeur Wang sur le clonage humain sont toutes frauduleuses. En réalité, les lignées proviennent d'une banale fécondation in vitro, dont les empreintes ADN ont été falsifiées. Un véritable coup de massue pour la Corée du Sud et pour la recherche scientifique. Comment une telle arnaque a-t-elle pu se produire? La pression exercée sur ces chercheurs par le gouvernement coréen, décidé à faire à tout prix du pays le royaume du clonage, et les honneurs promis à qui satisfera cette ambition, sont sûrement pour beaucoup dans le « dérapage » de Wang. La crédibilité du biologiste, jusque-là véritablement talentueux, et le désir d'autres chercheurs de se voir associés à la découverte sans y regarder de très près, ont fait le reste. Wang a perdu son poste à l'université, et s'est vu interdit par la loi de travailler à nouveau sur le clonage humain. Il a néanmoins été accueilli dans un autre laboratoire où il continue discrètement ses recherches sur le clonage animal.